the sound? Do that to the lens. Do that to the lens. Screen. Where is the sound? It's a little Tupac, chillin' on the front porch swing. Old Town Road est devenu un immense tube mondial et pour certains, c'était une sorte d'innovation, ce mélange entre le rap et la country. Lil Nas X semblait définitivement avoir changé le game. Mais bien évidemment, si Old Town Road a été l'aboutissement de ce mouvement-là, il existe depuis de très nombreuses années parce qu'il est en fait la synthétisation d'une question que se posaient beaucoup de gens dans l'industrie du disque depuis environ 30 ans. Nous connaissons tous l'Amérique un peu fancy, l'Amérique des grosses villes de New York. Tout ce qui est clinquant, qui est beau, la Statue de la Liberté, les grands buildings et ce genre de choses. C'est cette image-là de l'Amérique que nous avons. Et encore plus dans le hip-hop avec les clubs de striptease, l'argent à gogo. Et tout ça là semble parler, et ça parle d'ailleurs toujours, à une grosse partie du monde. Il y a une grosse partie de l'Amérique. Sauf qu'il y a une autre Amérique. L'Amérique rurale, l'Amérique des fermiers, qu'on prend un peu souvent pour des ploucs. America! It's about to get rich! Mais qui sont extrêmement nombreux et qui ont un pouvoir d'achat conséquent auquel l'industrie du hip-hop ou alors l'industrie du disque de façon générale a toujours voulu parler, bien évidemment parce qu'ils ont une manne financière énorme. Si la country est restée aussi longtemps le genre le plus écouté aux États-Unis, et on n'en parle pas assez, mais quand vous voyez les chiffres des artistes country aux États-Unis et vous les comparez aux artistes des autres genres, y compris pop, hip-hop et même les plus populaires, à chaque fois, vous devez être surpris de la force des artistes country qui sont pourtant beaucoup moins connus dans d'autres pays en fait. Quand on prend par exemple les chiffres de vente d'albums de Garth Brooks, il dépasse très largement Michael Jackson aux États-Unis en fait. Alors que quand vous dites Garth Brooks en Europe, personne ne le connaît. C'est pour montrer à quel point les petits ploucs là, pecnos là, comme certains les appellent, sont stables, fidèles, et c'est pour ça qu'on a toujours voulu les toucher. Et c'est donc de là que va venir la fameuse idée de coller les deux, d'essayer de trouver un schéma qui va réunir à la fois le fan de hip-hop et le fan de country. Ça va s'appeler le hic-hop, le hic qui n'était pas très glorieux, c'est pour pecno. Et ça va être iconisé notamment par un tube de Kid Rock en 98 qui s'appelait Cowboy. On se rend compte que le processus d'identification fonctionne. S'ils n'achètent pas le rap directement, c'est parce qu'ils ne s'identifient pas aussi bien de façon physique à plusieurs des rappeurs, mais aussi à leurs textes. Parce que finalement, dès qu'on commence à leur parler de comment on traite les vaches, de comment on jump sur son petit cheval, la mélodie efficace, ils achètent. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Nous sommes en 99. Eminem, qui aussi quelque part à la limite entre les deux, va cartonner. Nelly va arriver, il va cartonner. Et progressivement, plusieurs labels vont commencer à se demander pourquoi vous ne êtes pas encore abonné à Music Feelings. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore liké la vidéo? Vous êtes très nombreux à regarder, vraiment je vous en remercie. Mais vous oubliez très souvent de liker les vidéos. Ça permet de booster l'algo ainsi que les commentaires. Donc n'hésitez pas à le faire. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram. Parce que bien évidemment, comme je viens de vous le dire, tous les labels se posent la question. Hein? Du coup, l'idée du hip-hop flirte dans la tête de plusieurs majors à l'époque. Et il va donc y avoir ce jeune rappeur Booba Sparxxx qui sort son premier album en 99. Ça s'appelle Dark Days, Bright Night. Il a un plutôt bon flow, très propre. Et il joue justement sur ce flairon de raconter sa petite vie là-bas en Géorgie avec plein d'influences country. It's your boy, Bubba, still right here chilling with you. Ça accroche ça à son petit buzz. Un jour, Jimmy Iovine tombe dessus, il l'écoute, il comprend tout de suite qu'il y a gros à jouer, surtout maintenant qu'ils ont vu que même si Eminem n'est pas exactement sur le même créneau, Eminem cartonne de ouf et le public hip-hop l'a accepté. Donc il appelle Timbaland, un producteur rap. De l'autre côté, on va aussi appeler Big Boy d'Outkast et les deux vont plus ou moins se structurer avec Booba pour son premier projet qui sera lancé par un single produit par Timbaland qui est devenu iconique et qui s'appelle donc Ugly.
Ce titre est un tube mainstream comme on n'en fait quasiment plus ou alors extrêmement rarement. On prend un rappeur originaire de la Géorgie, on prend plein d'influences country, on ajoute à la chanson. C'est un producteur urbain super populaire qui a un son hyper identifiable qui produit la chanson. Et en plus, le clip, c'est une sorte de transposition de plein de clichés du rap mainstream de l'époque qu'on remet dans la campagne, en fait. It was a big moment for the community I live in, Athens, Georgia. You know, to have a video shot within the community, and so basically, you know, they just brought in the cameras and we got everybody. It was a true New South moment that just. C'est-à-dire qu'ils font assez finement d'une pierre deux coups. L'auditeur rap comme moi qui regarde ça à l'époque est plutôt amusé parce que c'est tourné de façon assez moqueuse, et l'auditeur country qui est pas trop attiré par cet univers, certes, il est amusé, mais ici il intéresse un peu plus, c'est quelqu'un qui lui ressemble, c'est quelqu'un qui parle comme lui, et donc de fait ça va cartonner. Et il va y avoir un second single qui va un peu moins bien marcher mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lovely. I'ma be alright, just trust me. Fuck with cash, I get mine on the slow roll. L'album va avoir un beau succès critique, il va assez rapidement atteindre les 500 000 exemplaires, et ce moment est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ouvre une voie. Il montre que c'est encore plus possible d'aller plus loin dans ce côté rap rural et d'avoir donc les faveurs d'un public qui est plutôt réticent de base. On va aussi avoir dans une mouvance un peu similaire, mais pas tout à fait pareil, les Nappy Roots. Là, clairement, le monde de la pop et du hip-hop sont très contents. Ils vont aller chercher l'argent des petits pecnos là. Sauf que bien sûr, ça ne séduit pas tout le monde, et notamment l'univers de la country. Ils se disent, mais c'est qui les gars qui veulent venir toucher à nos petits clients? Et sinon, comme ça que pendant qu'on va avoir pas mal d'artistes, notamment Nelly, qui vont encore un peu plus pousser dans cette vibe d'aller chercher l'authenticité country, on va avoir donc d'un coup les propres artistes country qui vont se dire, mais attends, si les gars là veulent nous faire une OPA, autant que nous-mêmes dans notre propre créneau on se rebrand. Est-ce que rapper c'est difficile? Et sinon, comme ça qu'on va avoir d'autres tubes de hip-hop qui seront structurés mais vraiment plus sur l'audience country, comme celui de Big and Rich, Save a Horse, Sauver un cheval. Rien que les titres, ça vous dit déjà à qui on s'adresse. Ou encore celui de Trace Atkins qui s'appelle Honking Kong. Attendez, là c'est trop compliqué. Honking Tonk Badon. Badon. Donc. 6.5 hours later. Honking Tonk Badon Kadonk. Bref, vous avez compris, écoutez seulement. Et donc ces tubes-là, même s'ils viennent de l'idée de voir le hip-hop rentrer chez eux, restent centrés sur leur audience cible. Et sinon là que Booba de son côté se prépare donc de fait pour son second album qui arrive en 2003 et qui s'appelait Deliverance, avec notamment les singles Jimmy Matisse et Deliverance. Je trouvais personnellement que le second album était même mieux produit que le premier, sauf que les singles vont beaucoup moins bien marcher. Il va aussi y avoir une polémique autour du personnage de Booba parce qu'on va ressortir certains propos racistes qui auraient été tenus par lui à une certaine époque. Et sachant que lui, son audience principale restait quand même BET, c'était un peu plus difficile de le marketer. Et en plus, dans cette période-là, Timbaland a des problèmes avec Interscope. C'est-à-dire que le projet Booba est signé chez les deux, les projets perso de Timbaland marchent un peu moins bien, et surtout Timbo a tellement aimé travailler sur l'album de Booba que lui veut maintenant signer beaucoup plus d'artistes du sud, des rockers, et le label lui dit que frère, non, on va quand même se recentrer, tu vas retourner vers le R&B, mais Timbaland veut qu'on le laisse s'échapper. Et c'est donc selon Booba une des raisons qui explique pourquoi ce second album va flopper brutalement. Le label ne veut pas faire énormément de promos et donc il se rate alors qu'il a tout un boulevard devant lui. C'est un mec cool qui rappe bien et qui était censé représenter, porter toute une partie de l'Amérique. Parce que oui, là vous venez d'entendre Cowboy Troy qui va cartonner dans les charts country avec I Play Chicken with the Train. Enfin, les titres des chansons, le titre de cette chanson m'a toujours un peu gêné, mais en tout cas, ça a cartonné. Et en fait, donc Booba ne profite
pas de l'élan que lui-même a positionné dans la scène country. Parce que c'est un milieu très fermé, mais maintenant qu'ils ont compris qu'on veut les draguer, ils ajoutent eux-mêmes ces influences-là dans leur musique et ils ferment grandement la porte. Et Booba est d'autant plus piégé que Interscope ne s'entend pas avec Timbaland au final. Il rompt le contrat, il lui fait un nouveau label, il frappe à la porte de Big Boy d'Outkast qui est en train de signer un nouveau deal, de faire un nouvel album avec lui qui va sortir chez EMI en 2006, mais là il s'éloigne de la direction artistique de Timbaland, il va chercher les Yin Yang Twins et le premier single va devenir, de façon assez contradictoire, son plus gros tube. De son propre aveu, Miss New Booty pour Booba Spark est à la fois un cadeau et une malédiction. Parce que comme vous l'avez entendu, ça n'avait absolument rien à voir avec son son originel. Ça va cartonner. Et bien sûr, là d'un coup, il va pouvoir renflouer les caisses et aller en concert. Mais ça cartonne parce que c'était le son de l'époque. Les Yin Yang Twins ont grave la hype et ils sont sur la chanson. Donc c'est porté. Mais ce n'est pas sur son identité sonore et ce n'est pas du tout autour du personnage parce que l'album va avoir énormément de mal à se vendre et il va continuer à sombrer dans ce qui le gangrène en réalité depuis le début, c'est-à-dire que Booba est un super addict à toutes sortes de farines quoi. C'est-à-dire que n'importe laquelle des farines à laquelle vous pouvez penser depuis le début de sa carrière était une sorte de gangrène. Il ne pouvait pas s'en empêcher et à chaque fois même Timbaland essayait de le ramener à la raison, ce qui était très difficile, sauf qu'à partir de 2006, il va véritablement plonger. I was a young country motherfucker with millions of dollars and pretty much whatever you could a spawning drug addict, and you know what I'm saying? Le label le vire, il n'est plus capable d'enregistrer. En 2008, il se fait arrêter dans un restaurant parce qu'il était bourré de petites farines dans ses poches qu'il n'était pas censé avoir. Et donc il a un gros passage à vide, il va en rehab, il en sort, il va en rehab, il en sort, jusqu'en environ 2012, l'amour lui retombe dessus, elle réussit à le sortir de cette nouvelle passe et finalement il retourne en studio de façon sérieuse pour enregistrer un nouvel album. Même si sa carrière à lui s'était quasiment totalement arrêtée, que le milieu du rap n'avait quasiment plus entendu parler de lui depuis 2006, la graine, comme je vous ai expliqué, qu'il avait laissé germer dans cet univers country avait continué de grandir. Et donc quand il retourne en studio, lui-même comprend que son travail a évolué et il va écrire une chanson qui s'appelait Country Folks, qui était donc son retour sur le rap purement country cette fois-ci, sans aucun producteur hip-hop, et qui était aussi, et c'est là que c'est super intéressant, un hommage aux militaires américains. See me and Bubba, we've been doing this a long while. It sure seems a lot longer than a country mile. Quand j'ai écouté ce titre la première fois, j'ai souri. Puis je me suis dit, what the fuck. Et après, comme je connais un peu Booba, je suis allé le voir en interview. J'ai vu que finalement, il était heureux, apaisé. Et qu'en gros, il faisait juste ce qui marchait dans la tendance de ce qu'il avait retrouvé aujourd'hui. Parce que ce que pas mal de gens, et qu'on ne percevait pas, même nous au début de cette vidéo dans Ugly, c'est que on se disait qu'on allait aller jouer avec les cowboys dans les champs. Et que les cowboys, en gros, ils s'occupaient juste de leur ferme et qu'ils montaient sur des chevaux. Et c'était ça leur journée. Et sinon, pour ça aussi, que certains avaient fait un mauvais calcul en se disant qu'en allant avec leurs artistes hip-hop draguer les artistes country, ils réussiraient plus ou moins à les amadouer et à les ramener à leur cause. Or, l'industrie de la country est hyper fermée, mais en plus, finalement, c'était bête comme équation, même si au début on a pensé que c'est intelligent. Parce que les artistes country se sont dit, mais nous aussi on peut rapper, nous aussi on peut faire ce qu'ils font. Pourquoi est-ce qu'ils veulent ramener? Non, on peut faire les choses et en plus nos journées, ce n'est pas juste danser avec des poulets en fait. On a des sujets de société, il y a des trucs qui nous concernent, on habite dans le sud des États-Unis et c'est à partir de là que le hip-hop a commencé à devenir un peu gênant pour une grosse partie des médias américains. Ça s'est notamment cristallisé en 2013 avec la chanson Accidental Racist de Brad Paisley, où il racontait en gros les moments où où on pouvait être raciste de façon accidentelle. C'est censé être une sorte de parodie, une façon de se moquer de soi-même. Mais justement, pourquoi tu voudrais faire une chanson où tu te moques du fait que tu sois accidentellement raciste et en plus ça passe à la radio et ça marche plutôt bien pour une chanson de country. Dear Mr. White Man, I wish you understood what the world is really like when you're living in the hood. Et là où vous avez été malin sur cette chanson Accidental Racist, c'est que
Il savait qu'elle était borderline, il savait qu'elle était un peu particulière et donc pour pouvoir la défendre dans les médias quand ça a commencé à faire boom, l'intelligence a fait que sur le titre ils avaient appelé un rappeur noir plutôt connu qui s'appelait donc LL Cool J. Je reste toujours persuadé que c'est un des graves manquements à son image. C'est lui qui était allé dans les médias défendre la chanson en nous expliquant que vraiment c'était la réconciliation et ce genre de choses. You know, the song isn't perfect, but with the song, what we were talking about is love. C'est donc là que Booba, en revenant sur la scène country, s'est aperçu que non seulement avec son petit côté garçon bon genre, fan de hip-hop, il était devenu un peu mineur, voire un peu chiant, mais qu'en réalité le hip-hop qu'il était censé avoir plus ou moins mis en lumière, c'était plus ou moins structuré en deux clans. On a l'espèce de petit clan léger, sympathique, qu'on écoute parfois avec justement des titres comme Old Town Road de Lil Nas X. Et rappelez-vous toujours que les charts country les ont exclus du classement et selon moi avec raison, ce n'est pas une chanson country, c'est une chanson pop et ils sont très à cheval sur ce qu'ils mettent dans leur chart. Après, si les charts hip-hop acceptent tout et n'importe quoi, c'est leur problème. Mais eux, ils ont dit, nous, on ne vous veut pas dans nos charts, même si effectivement vous avez des petits brides de ceci, cela. On ne veut absolument pas que ce soit Lil Nas X qui va venir dominer nos charts pendant 50 ans. Donc, selon nos critères, ce n'est pas country, on te chasse. C'est-à-dire qu'il y a ce petit élément-là qu'on peut trouver fancy et qui est plutôt cool. Mais en fait, la vraie structure du hip-hop est identitaire exactement comme les origines du vrai rap. C'est-à-dire que la plupart des rappeurs qui gravitent dans cet univers-là sont extrêmement croyants, parfois de fervents trumpistes, un peu comme Upchurch. En fait, dans les clips de rap mainstream, vous aimez quand les rappeurs vous affichent leurs grosses limousines. Eux, ils n'ont que des tracteurs. Vous aimez quand vous les retrouvez dans des clubs super fancy. Eux, ils préfèrent clairement la boue. Come on now. Yeah. Vous aimez aussi quand les rappeurs affichent qu'ils ont beaucoup d'argent, comment ils sont super riches. Eux, ils n'ont quasiment rien, donc ils n'ont rien à vous afficher. Et ils assument carrément d'aller à la pêche pour se nourrir. We like to hunt and fish and do what we can to stay free. Vous aimez voir les rappeurs avec de grosses bouteilles de champagne. Eux, ils préfèrent la bière. Et là, sur ce titre qui s'appelle Keep It Redneck, vous avez capté ce qu'ils ont fait. En fait, Redneck, c'est leur appellation. C'est l'espèce d'américain pauvre de la zone rurale qui est un peu le mix vu par les médias américains entre le bouseux et le facho. C'est-à-dire que derrière, il y a toujours une portée idéologique. Et là, ils reprennent ça à leur compte exactement comme les rappeurs. C'est-à-dire que les rappeurs vous disent souvent « I'm gonna keep it gangsta ». Eux, ils vous disent donc que nous, pendant que vous serez gangsta, vous allez rester gangsta. Nous, on va keep it facho. Nous, on va keep it redneck. Ou encore Many Things. New York City ain't for me. Rednecks, blue collars. Alors, ce n'est pas toujours ouvertement raciste et ce genre de choses, ne tombons pas dans le cliché. Mais en revanche, pour la plupart d'entre eux, ce sont des gars du sud des États-Unis qui revendiquent d'en être. Vous voyez des drapeaux confédérés par-ci par-là. Many Things, par contre, a pas mal de clips très ouvertement suprémacistes, on va dire ça comme ça. Et ce sont des rappeurs de niche. Mais ce ne sont pas des rappeurs qui n'ont pas de succès. Quand vous regardez leurs vues YouTube, ils font des 50 millions de vues, des 35 millions de vues, des 40 millions de vues. Ils ont du succès. Ils ne sont pas mainstream, mais ils vivent de leur musique. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à parler à ce public du rural que visait le mainstream. Et justement, la question qui agace beaucoup de gens dans la scène hip-hop, c'est que finalement, le hip-hop s'était créé plus ou moins en opposition à leur idéologie. Et maintenant, eux, ils ont réussi à se réapproprier l'esprit hip-hop pour recombattre l'idéologie des autres. Et ça marche en plus extrêmement bien pour eux. De telle sorte que Booba Spark, qui est finalement un rappeur gentil, cool, de bonne famille, moi je l'aime beaucoup. L'une de ses meilleures chansons c'est Nowhere avec le petit beat à la Crimea River. Il est finalement l'icône de quelque chose que lui-même ne peut pas comprendre, parce que justement même le terme hit là, au début
Lui, il détestait ça et tous les autres rappeurs, même les artistes country qui en faisaient au début, détestaient qu'on les appelle les hicks, les pecnos. Hop, là, ils se disaient mais c'est un peu méprisant. Et c'était le mainstream et pas mal d'artistes aussi hip-hop qui se disaient vas-y, fais un petit truc pour les pecnos pour qu'ils remplissent nos poches là. Ils avaient eux-mêmes perdu conscience de la portée identitaire du hip-hop. Et finalement, la nouvelle génération, eux, c'est totalement l'inverse. Ils assument totalement le terme de hic. Oui, on est pecno, allez vous faire foutre. Oui, on est raciste, ce n'est pas très grave. Nos parents étaient des esclavagistes et alors, on va pas s'en excuser toute notre vie. C'est notre histoire, on assume et on parle à notre audience. Le capitalisme a le don de faire des espèces de mélanges bizarres pour se faire de l'argent. Et vous allez être un peu choqués, mais moi je soutiens totalement les radios country et je comprends tout à fait les gars du Sud qui soutiennent ce qu'ils soutiennent. Parce que finalement, ce qu'ils disent à l'industrie, c'est qu'on n'a pas besoin de validation ou qu'on nous inclue dans une espèce de petit truc hip-hop ou qu'on nous décrive là ou que vous nous mettiez à côté de 50 Cent. Les gens qui ont besoin de validation, ce n'est pas nous en fait. Nous, on sait ce qu'on est, on peut s'identifier à ce à quoi on s'identifie et on reste dans notre petit coin en fait. Vous pouvez dire qu'on est raciste, pas raciste, c'est nous et on n'a pas besoin que le mainstream nous valide. Ce qui n'est d'ailleurs pas fait parce que c'est impossible de les valider par le mainstream. Le rap, le hip-hop façonné par les Afro-Américains est construit contre leur idéologie encore une fois et ils se le sont réappropriés pour pouvoir lutter sur le même schéma. Impossible pour l'industrie de les signer, impossible de les voir dans les grosses cérémonies d'awards et ce genre de choses. Mais quand vous voyez leurs chiffres, vous comprenez que finalement, malgré tout ça, ils ont un marché. Et ça vient aussi du fait qu'au début, on les pensait un peu bébêtes à se dire qu'on va leur introduire une petite ficelle là et ils vont rejoindre le marché du hip-hop, ficelle qu'ils ont eux-mêmes coupée. Et encore une fois, je suis pas en train ici de dire, parce que je sais que certains sont slow, que je soutiens leurs idées racistes ou leurs drapeaux confédérés. Non, ce que je veux dire, c'est que je comprends malgré tout l'idéologie qu'ils affichent au mainstream en leur disant non à cette stratégie qui a été faite à travers Booba Sparxxx, qui selon moi reste malgré tout un rappeur très sous-estimé par rapport à ce qu'il apporte en fait. Il est très calme, très smooth, flow hyper opposant et son nouvel album est sorti en début d'année. Sans grand succès parce que comme je vous l'ai dit, ce qu'il incarne, qui est très hip-hop, est totalement différent de ce qui porte vraiment le hip-hop qui cartonne actuellement dans les sous-genres américains. Nous arrivons donc à la fin de cette analyse qui revenait sur la carrière de Booba Sparxxx, qui s'est aussi un peu frétillé à cause de son amour, à cause de son addiction pour la farine, mais que je voulais à double sens pour montrer aussi la montée de ce fameux hip-hop qui cartonne actuellement aux États-Unis et qui vient aussi de l'envie de l'industrie d'aller toucher un public qui à la base n'était absolument pas intéressé sous cette ficelle-là. Que pensez-vous des retombées? Est-ce que c'est logique, pas logique selon vous? Est-ce que vous écoutez du hip-hop? Que pensez-vous de ces nouveaux suprémacistes identitaires qui rappent et cartonnent? Est-ce que vous trouvez que ça manque de respect au rap? Est-ce que finalement c'est une bonne idée d'aller chercher cette audience-là? Et finalement, bien sûr, que pensez-vous de Booba Sparxxx? Quelle est votre chanson préférée de lui? Aviez-vous kiffé sa carrière? Comprenez-vous son positionnement et donc du coup son repositionnement en 2013? Parce qu'il faut bien comprendre que ses premiers tubes, le public hip-hop connaît, mais maintenant Country Folks et tout ce qu'il fait, les chansons pour les militaires et ce genre de choses, c'est totalement dédié à cette audience country nichée mais hyper lucrative. Dites-moi tout dans les commentaires et comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, ça booste chaque fois que vous le faites. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Le mainstream les a méprisés à tort ou à raison. Et on peut penser franchement dans certains cas que c'est quand même beaucoup à raison. Mais il montre que on n'a pas besoin d'être validé par qui que ce soit. On n'a pas besoin d'être aimé par des gens qui ne sont pas censés nous aimer ou qui ne nous aiment pas. Et d'ailleurs, vous avez dû remarquer que en fait, quand j'ai vu le succès de Old Town Road, je me suis dit, est-ce que beaucoup d'entre eux vont essayer de faire un crossover pop en fait? Ça aurait été possible pour eux de se dire bon, essayons d'aller chercher un peu plus d'argent, et quasiment personne d'entre eux n'a essayé de faire ça parce qu'ils savent que leur base c'est là.
on reste à la maison, on keep it redneck et on va voir ce que ça donne. J'en veux plus.